Raconteuses et raconteurs, bienvenue dans La Machine à écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires. Fais pas ci, fais pas ça, Les Bleus, un village français, Kabul Kitchen, notre première invitée a travaillé sur la fine fleur des séries télé de ces 15 dernières années. Elle a ensuite créé et piloté deux petits bijoux du genre, l'incontournable 10% sur le monde des agents de stars et la série drôle sur Netflix, plus récente mais tout aussi réussie, sur les coulisses du stand-up parisien. Vous l'aurez reconnu, pour cet épisode spécial série télé, nous avons le plaisir d'accueillir Fanny Herrero. Notre second invité s'est fait connaître avec l'excellente série Irresponsable sur OCS, qu'il a créée et coécrit avec sa sœur Camille pendant 3 saisons. Il a également collaboré à la série 10%, à la saison 2 de l'Opéra, et plus récemment à la série Les 7 vies de Léa qui vient de paraître sur Netflix. Le deuxième auteur qui nous fait l'honneur de se joindre à nous pour cet épisode, c'est Frédéric Rosset. Avec eux, nous allons parler de l'écriture d'une série télé. Parce qu'en fait, c'est quoi le plus important ? Le pitch ou les personnages ? Comment est-ce qu'on rédige une Bible ? En quoi consiste le métier de showrunner ? Quand on écrit à plusieurs, qui a le dernier mot ? Qu'est-ce qui fait qu'on croit à un personnage ? À un dialogue. Le cliffhanger est-il obligatoire ? Et comment pense-t-on un récit en 6, 8, 12 ou 23 épisodes ? C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que nous allons répondre avec nos invités dans ce nouvel épisode de La Machine à écrire. Je suis Yannick Lejeune. Et je suis Mike Cessno. Générique. Bonjour Fanny, bonjour Frédéric. Dans ce podcast, on a une question récurrente qui est qu'est-ce qui fait une bonne histoire ? Ça commence tout de suite comme ça. Ouais. Du coup, j'avais envie de citer quelqu'un, moi, qui est un peu celui qui m'a appris beaucoup dans le métier, qui s'appelle Frédéric Krivine. Une bonne histoire, c'est raconter un problème simple qui est extrêmement difficile à résoudre. Je trouve ça assez juste, en fait. En tout cas, sur la dramaturgie, c'est juste. Et je rajouterais, du coup, moi, mon interprétation personnelle. Pour moi, une bonne histoire, c'est aussi un récit qui nous fait accéder à une singularité, en fait. Une expérience de la vie de quelqu'un, donc un auteur, qui met son cœur, son cerveau et qui va me montrer quelque chose de l'expérience de l'être humain particulière. Frédéric ? L'histoire, pour le dire de façon un peu sèche et caricaturale, je m'en fous un peu. Qu'importe, ce qui m'importe moi c'est le récit et c'est pas la même chose, c'est-à-dire comment c'est raconté. On peut me raconter ce qu'on veut, je suis sûr que ça peut être intéressant en fonction du récit. Et donc là-dessus, ça dépend du médium. Pour le cas de l'audiovisuel en général, le récit c'est aussi de la mise en scène, c'est aussi du montage. Faut le prendre en compte quand on écrit, il faut accepter le fait que quand nous par exemple en tant que scénariste, ce qu'on écrit c'est une œuvre éphémère, c'est pas la même chose qu'un roman, et donc du coup faut forcément le prendre en compte, ces éléments de récit là. Pour moi, ce qui est une bonne histoire, c'est un bon récit. Et plus spécifiquement, qu'est-ce qui fait pour vous une bonne histoire pour une série télé justement ? Pour moi, une série, c'est pas une histoire. Toutes les séries que j'aime, c'est impossible de les résumer en termes d'histoire. C'est ce qui reste, c'est des personnages, souvent des personnages, une arène et évidemment un traitement. Mais avant tout, c'est s'attacher à des gens et avoir envie de rester auprès d'eux et donc dans leur monde pendant longtemps. Puisque l'idée de la série, c'est que ça va continuer pendant longtemps. Moi, ça va être l'empathie pour les personnages. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'ils soient sympathiques, mais qu'on ait de l'empathie pour eux. C'est-à-dire qu'on se relie à eux, on comprend ce qu'ils traversent, même s'ils sont horribles. Il faut qu'ils soient un peu fascinants, un peu intéressants. Voilà, qu'on s'intéresse à eux et à ce qui leur arrive. Et puis, il faut qu'il y ait un petit peu de tension et de surprise. Parce que aussi, pour tenir la distance. Donc, c'est un mélange de confort, d'être bien avec eux, d'être bien dans un monde et en même temps d'être suffisamment surpris par moment pour être tenu en haleine et avoir envie de continuer. Donc toi, quand tu conçois une série, tu te dis pas, tiens, j'ai une histoire, elle est un peu trop longue pour un film, elle pourrait faire 6 épisodes. Tu te dis toujours, c'est un univers, il va devoir durer le plus longtemps possible et les personnages, je vais les faire grandir. Je crois que toutes les séries sur lesquelles j'ai travaillé, même sans être créatrice, c'était toujours le cas. C'était jamais une histoire. Et alors, en tant que créatrice, c'est encore pire. Je pense que je suis nulle, en fait, pour inventer vraiment une histoire avec un début, un milieu, une fin. En revanche, je pense que je suis assez forte pour en inventer plein qui vont se croiser, qui vont se mélanger et qui seront un peu compliqués à résumer, en fait. Spécifiquement pour les séries, la clé, c'est les personnages. Parce que c'est une histoire, enfin en tout cas un récit au long cours, il faut que ça dure. Ça peut être soit une très longue histoire si c'est feuilletonnant, soit plein de petites histoires s'il y a un côté très épisodique, mais dans tous les cas de figure, ce qui fait que on accepte cette durée, on a un intérêt pour rester aussi longtemps, c'est lié au personnage.
Pour illustrer ça, moi je regarde Better Things en ce moment, la saison 5 qui est en cours de diffusion, et je trouve que c'est un exemple très bien parce que c'est une série assez radicale, je trouve, dans son récit, parce que c'est une série très épurée. Extrêmement minimaliste, mais je pense que si on peut regarder un épisode de Better Things qui dont la seule intrigue, le seul conflit, c'est de montrer du début à la fin le personnage aller faire une coloscopie, et c'est pas du tout pour expliquer que c'est sur le sujet de la maladie, c'est juste une scène qui va expliquer oh mon dieu je découvre que non elle va très bien, juste qu'est-ce que c'est techniquement d'aller faire une coloscopie. Et ben j'adore l'idée, je suis fan de l'idée, je suis jaloux de l'idée, mais en dehors de ça, surtout si je regarde ça, c'est parce que c'est Sam Fox, parce que c'est ce personnage-là, c'est parce que c'est devenu ma famille, elle et ses 3 filles. Donc du coup, j'accepte de regarder des choses très 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 quotidiennes. C'est un exemple un peu particulier parce que vraiment c'est une série un peu comme on vendait Seinfeld, It's About Nothing, c'est vraiment About Nothing, mais c'est un très bon exemple parce que justement j'adore ce Nothing à partir du moment où il y a ces personnages que j'ai envie de suivre. Et alors justement, on va démarrer par parler de la manière avec laquelle on écrit une série, de la définition du projet. Vu de l'extérieur, on a l'impression que l'élément fondateur d'une série, c'est la Bible. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce document pour les gens qui écrivent sur d'autres médiums? C'est marrant parce que ça ce nom en plus religieux. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais c'est quoi vos termes là en série? La Bible, les arches, mais c'est quoi cette nouvelle religion? Donc la Bible, en gros, c'est un document de référence qui est au départ conçu par l'auteur ou les auteurs qui imaginent la série. Et donc la Bible, ça va présenter la reine, les personnages, sans donner trop encore d'indications justement de récit. C'est-à-dire on peut avoir un récit assez simple, assez modeste. C'est pas ça qui compte. C'est les personnages, c'est la reine, c'est les thématiques, le registre narratif, et puis peut-être déjà un peu une idée de même presque un univers visuel en fait. Pourquoi cette série-là, elle va être intéressante avec une idée d'intention aussi dedans. Et donc ce document-là, il peut varier, mais bon, en gros, il fait peut-être une 20, 30 de pages, ça dépend des séries. Et ensuite, il va servir justement un peu de repère à l'équipe qui va venir s'agréger et qui va venir travailler sur le projet, que ce soit les autres auteurs ou même plus tardivement après des techniciens, des acteurs, des producteurs. Voilà. Et souvent, ce document-là, il sert aussi à vendre le projet. Donc, à approcher un diffuseur et à susciter son intérêt. Ce qui est fou, c'est que je trouve que la Bible est presque devenue essentiellement un objet de vente. Un objet de vente, mais qui du coup nous pousse à nous-mêmes nous poser les bonnes questions, en fait. Par contre, parce que souvent la Bible, on imagine l'idée qu'un auteur qui débarque sur une série pour bosser dessus, on lui donne un énorme document pour bien expliquer qui sont tous les personnages. Mon expérience, c'est que j'ai jamais forcément eu ce document quand je suis entré sur une série qui était pas la mienne pour bosser dessus. C'est souvent ce que j'avais, c'était les arches narratives de la saison, qu'est-ce qui devait se passer, ce que la série en elle-même, les saisons précédentes, parfois c'est ce qui est le plus parlant. Vu de l'extérieur, nous, la Bible, on en entend souvent parler comme une sorte de codex qui encoderait tout ce qu'il faut, qui serait la référence. Non, mais parce que en plus, l'écriture, c'est quand même une histoire de strates, de couches. Donc, quand on commence, disons, la première chose qu'on réussit à faire sortir de terre à partir de rien, c'est cette Bible. Et puis après, vont venir s'accumuler toutes les autres couches. Donc, à un moment, elle finit par être obsolète. En fait, d'ailleurs, c'est émouvant, parfois, quand on a fini une série, de revenir à la Bible, de dire, ah ouais, et c'est beau, parce qu'on se dit, il y avait déjà tout ça en germe. Et en même temps, ce personnage, il était père de famille, il avait des jumeaux, mais c'est quoi cette histoire? Alors qu'en fait, c'est des choses qu'on a peut-être complètement abandonné en route et on l'a complètement modifié. Donc oui, ça stratifie. Ça pose une fondation, mais en fait, elle finit par se dissoudre ou être enrichie par d'autres choses. Et comme une V1 de scénario, finalement. Ouais, c'est une V1 d'un projet. Et puis après, comme l'écriture va s'enrichir et même se ramifier, il y a plein de trucs qui vont venir par-dessus. Derrière, il y aura les arches, puis il y aura des épisodes. Et puis voilà, chaque épisode deviendra une chose encore plus fine et plus précise de ce qui était en germe dans la Bible. Plus le temps passe, moins je ressens le besoin d'avoir un très gros document pour démarrer ensuite l'écriture. En fait, faut mieux. C'est même souvent pas nécessaire et contre-productif. C'est plutôt ça que je voulais dire. C'est pour ça qu'en vrai, c'est pas un document qui est très gros. Ça peut faire une 20 de pages, bien espacées avec des photos, quoi. Je pense qu'il y a un cas de figure différent, c'est si jamais on fait une série qui se passe dans un univers qui est pas le nôtre, où en fait il y a des règles, des codes, des règles du jeu à inventer. Moi, j'ai un projet de série
série qui pour la première fois est un peu dans un univers fantastique. Je trouve que ce document a un rôle de expliquer à nouveau c'est quoi les règles du jeu, et moi-même je me les impose pour pas me paumer derrière et pour y revenir si à un moment donné je m'y reconnais pas, quoi. J'ai vu trop de séries fantastiques se paumer à un moment donné, se dire je ne comprends plus les règles, et donc je pense que c'est assez important d'avoir une certaine rigueur là-dessus. Non, du coup, quand vous commencez une série, vous commencez par quoi comme document? Est-ce que c'est direct j'attaque une bible, ou est-ce que vous commencez d'abord par je sais pas, un pitch, Ouais, ça dépend tellement, il y a tellement de cas de figure différents. Enfin, en tout cas, les 2 séries dont je suis créatrice, 10% d'abord et Drôle maintenant. 10%, je suis arrivée, il y avait déjà des choses. Donc, en fait, mon premier travail, c'était de faire un énorme tri, de me réapproprier ce qui existait, de repenser la mécanique narrative, de remettre les personnages à leur place, de les recaractériser, mais je partais pas de rien. D'ailleurs, c'est plus facile. 10% à la base, c'est une idée de Dominique Besnéard, qui était donc un agent Très connu. assez connu, oui, qui travaillait chez Armédia, qui était un des piliers d'Armédia, et quand il a arrêté sa carrière d'agent, il est devenu producteur, et sa première idée de producteur, ça a été et si on faisait une série qui se passe dans une agence artistique. Donc, super idée de producteur. Et il a commencé à essayer de lui donner forme en s'entourant, de personnes, en racontant un peu lui, sa vie, ce qu'il a, des souvenirs. Et ça s'appuyait vraiment sur l'histoire d'Armédia. Et ça, donc, au départ, ça a été travaillé par un autre auteur qui s'appelle Nicolas Mercier. Ça a été proposé à Canal+. C'est resté pendant 2 ans, je crois, chez Canal. Et c'est mort, en fait. C'est-à-dire, pour 1000 raisons, de planning, de style, de je sais pas quoi, j'y étais pas. Bref, Canal+ a arrêté le développement de cette série, donc elle était considérée comme morte. Et puis, Dominique Besnéard s'est associé avec un autre producteur qui est arrivé, lui, de chez France Télévisions, qui connaissait très bien France Télévisions, qui s'est dit, mais en fait, pourquoi pas proposer cette série à France Télé? Et c'est là où moi je suis arrivée, parce qu'il fallait du coup reprendre, en fait, repenser la série. C'était plus du tout pareil. Le diffuseur était plus le même. Et les problèmes qui s'étaient posés, je pense qu'ils tenaient à justement une écriture peut-être un peu cynique, ne convenaient pas du tout à France 2. Il fallait essayer de trouver de l'universel dans cette histoire et dans cette arène qui est effectivement assez étroite, un peu boutique, qui concerne pas grand monde. Et il fallait lui donner de l'ouverture, en fait. Et c'est là où moi j'ai été recrutée au départ comme simple auteur de l'équipe, et puis finalement j'ai grimpé, et est arrivé un moment où donc on m'a proposé de prendre la direction d'écriture parce que les textes donnaient pas satisfaction. Et là, j'ai fait ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir, j'ai tout mis sur pause pendant plusieurs mois. J'ai récupéré toute la matière qu'il y avait, j'ai dégagé les 3/4 de tout ça et gardé essentiellement l'échiquier, l'arène, les personnages, je les ai complètement repensés. J'ai été aidée pour ça par une psy scénariste qui m'a aidée à recaractériser tous les personnages, à créer des liens entre eux, et à penser même la mécanique, c'est-à-dire les stars ne sont pas point de vue dans l'histoire, ils ne sont que des problèmes. Ils sont comme l'enquête policière dans un polar, en fait. Ils sont le crime de chaque épisode. Donc voilà, tout ce travail-là, je l'ai fait en m'emparant de ce qui avait été un peu dessiné vaguement par d'autres avant moi. Dans vos séries, vous l'avez dit, il y a quelque chose qui est très caractéristique, c'est l'empathie qu'on a pour les personnages et l'envie qu'on a de les retrouver, que ce soit dans Irresponsable, dans 10% et tout ça. Ça fonctionne pas tout à fait de la même manière que des séries, et moi j'ai un plaisir coupable, j'ai regardé toutes les saisons de Scandale de Shonda Rhimes. C'est horrible. J'ai passé mon temps à me dire mais pourquoi je regarde ça, jusqu'aux 5 dernières minutes où il y a un énorme cliffhanger qui me donne envie de regarder le prochain. Est-ce que ça, c'est des logiques qui vous intéressent aussi dans l'écriture, ou le côté et maintenant dans les 5 dernières minutes on va vous rendre accro? Parce que pour le coup, les personnages de Scandale, on n'a pas d'empathie pour eux, ils sont tous plus psychopathes les uns que les autres. En fait, moi j'ai aucun souci à faire des cliffs et les 5 dernières minutes sont folles et nous donnent envie de voir la suite. Il y a des séries que j'aime beaucoup qui ont ça, et je trouve que c'est super, mais à condition que les 20 minutes d'avant ou les 50 minutes d'avant ne soient pas chiantes comme la mort, parce que ça n'a aucun intérêt. Pour une série, moi, ce que je trouve plus intéressant, c'est pas la destination, c'est le voyage en lui-même, et le cliffhanger n'a d'intérêt que si je suis accroché, comme on disait jusqu'à présent, au personnage, à ce que ça raconte. Et donc, je pense qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre sans souci là-dessus, hein. Par contre, s'il y en a qu'un des deux, moi, ça ne m'intéresse plus de faire une série dite chronique, mais avec des personnages que j'invite sur le long cours, que des séries accrocheuses dans leur concept, mais avec des personnages complètement chiants. S'il y a un ordre d'importance, c'est les personnages avant tout, ça c'est sûr. Quand j'ai pensé Irresponsable, j'avais d'abord les personnages, j'avais l'idée de un type qui est un ado dans sa tête alors qu'il a 30 ans et qui découvre qu'il est pas d'un vrai ado. Je me suis dit tout de suite qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans ce
dans cette idée, mais en fait, quand il a fallu creuser, je me suis dit, ok, c'est intéressant parce que du coup, ça m'amène à une comédie de remariage. Parce que lui et elle, ils ont pas du tout eu la même vie parce qu'elle, elle a dû être mère à 15 ans et donc du coup, elle a jamais eu l'adolescence alors que lui n'est jamais sorti de l'adolescence. C'est super, ça donne envie. C'est une bromance, c'est l'idée d'un père et d'un fils mais qui ont plus le même âge mental. Donc du coup, c'est aussi un genre que j'aime bien. Donc tout de suite, en creusant, en tirant les fils, je dis, ok, c'est super. Et parfois, c'est l'inverse, c'est-à-dire que quand j'ai un concept fort, un high concept en tête, j'ai travaillé récemment sur une série où c'était ça. C'était on adapte un bouquin qui a un concept super fort, mais on a envie de changer les personnages, de juste garder le concept et de vraiment s'amuser avec en inventant de nouveaux personnages. C'est parce qu'on sentait qu'avec ce concept n'avait d'intérêt que parce qu'il nous permettait d'amener des personnages qui portaient chacun des thématiques qui nous importaient et qu'on savait qu'on allait avoir des personnages forts grâce à ce concept. Sinon ce n'est pas intéressant. Sinon, l'aspect polar de ce concept, enfin, je suis pas le polar ne m'intéresse que s'il me permet de raconter autre chose que juste ce que raconte le polar. Enfin, juste le suspense de qui a tué qui, quoi. En fait, il y a quand même pas mal de façons de faire des cliffhangers. Un cliffhanger, c'est pas toujours de l'action ou un zombie qui surgit ou un pistolet sur la tempe. En fait, il y a aussi ce que nous, on appelle le cliff émotionnel. Et c'est-à-dire qu'à un moment, on est tellement avec le personnage dans sa douleur ou son espoir ou un truc qui lui arrive, mais qui est pas un énorme événement, mais qui est juste à son échelle, à lui, importante et qui nous accroche à lui, ça peut aussi être un super cliff en fait. Si c'est deux personnes qui sont en train de tomber amoureuses, ben ce moment où il la accompagne, puis il la regarde s'éloigner, et on sait qu'il y a un truc qui a été ferré, mais c'est pas encore suffisant, c'est pas encore accompli, mais là on se dit j'ai trop envie de savoir, genre. Et voilà, on n'a pas besoin que ce soit une grosse action. Enfin, les cliffs émotionnels, ça marche bien aussi, quoi. C'est pas forcément dans le danger ou la panique. Moi, j'aime bien cette idée de manipuler les cliffs, mais avec une variété d'émotions qui y sont associées, quoi, et que le suspense en soit que une parmi d'autres. Qu'est-ce qui nous donne envie de regarder The Office, l'épisode suivant? C'est pas un cliff. C'est le fait que on s'est bien marré et qu'on a envie de regarder le suivant parce qu'on a envie de continuer à bien se marrer. Une bonne fin d'épisode est une fin qui nous donne envie d'enchaîner l'épisode suivant. Ou d'enchaîner ou de le regarder plus tard, mais en tout cas de ne pas arrêter la série. Et c'est pas forcément du coup du suspense. Là, on parle d'enchaîner justement les épisodes. Est-ce que vous, sur les projets sur lesquels vous avez travaillé, est-ce que vous saviez à l'avance combien il y aurait d'épisodes par saison? Et comment ça se décide, ça? Comment on décide qu'il y a une série, elle fait 8 épisodes, ou 12 épisodes, ou 24 épisodes? Est-ce que c'est quelque chose que vous réfléchissez en amont? Est-ce que c'est quelque chose qui est une contrainte qu'on vous impose? Comment ça se passe? Et par exemple, comment on décide si c'est 26 ou 52 minutes? Au-delà de Oui, il y a ouais. la longueur aussi des épisodes. C'est pas pareil, ça. Ouais, c'est pas la même question, ouais. Alors, sur le nombre d'épisodes, alors encore une fois, moi, de mon expérience, c'est quand même assez aléatoire. Enfin, il y a des repères. On va dire en France, en général, c'est 8. Parce que 12, c'est si difficile à faire. Moi, par exemple, je fais 6 parce que c'est si difficile à faire. Et donc, je suis pas du tout paresseuse, mais je préfère en avoir moins, que ce soit plus humain, plus facile à gérer, même si c'est déjà très dur. Donc, vraiment, ça tient à presque une personnalité qui dit, ça sera ça ou ça. Après, ça peut tenir aussi à un récit. Et effectivement, il y a des séries où on sent qu'il y a une matière qui fait qu'il faut, mais en vrai, ça pourrait être 6 comme 10 ou 8. En fait, quand on est bien lancé pour 6, franchement, on peut en faire 8, quoi. Donc, c'est un peu une histoire de choix. Enfin, en tout cas, moi, je sais que c'était mon cas. C'était plus le ratio faisabilité, difficulté, planning à respecter. Une grande question pour nous, c'est la gestion du temps. En fait, c'est que comme à la différence du cinéma, nous, on est censé revenir à l'antenne 1 an plus tard. Alors, c'est ce 1 an qui a été décidé par un dieu, quelque part, qui a dit c'est 1 an. Alors, c'est pareil en bande dessinée. Ouais. Si on dépasse 1 an, on perd des gens. Oui, alors c'est ça, il y a cette idée qu'on va perdre les gens. Moi, j'y crois pas totalement, un peu. Mais je me dis, entre 1 an et 13 mois ou 14 mois, en vrai, qu'est-ce que ça change? Enfin, si les gens ont envie de le voir, ils le verront. Mais quand même, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas dépasser trop parce qu'après, on risque effectivement de perdre un peu le public. Donc, cette contrainte de temps, elle est très, très forte pour nous. Et donc, ça veut dire que le monstre s'emballe. Enfin, faire une série, c'est arriver à se retrouver dans cette idée que ça s'arrête jamais, en fait. On fait une première saison et puis elle est en cours de montage, qu'on attaque déjà l'écriture de la suivante, puisque sinon, on n'arrivera pas à tenir les délais. Donc, aussi, cette histoire de nombre, c'est comment faire pour tenir les délais. Alors, il y en a qui sont très ambitieux et puis qui sont forts et qui arrivent à en faire 12, et puis d'autres, comme moi, qui ne font que 6.
C'est vrai que souvent il y a des contraintes. Quand je signe avec OCS pour faire les responsables, ils ont une ligne éditoriale précise pour OCS Signature qui ils font du format 26 minutes officiellement, 20-22 minutes officieusement, mais avec la possibilité justement de pas faire 26 minutes pile, mais ça peut être 26, ça peut être 18 parfois. Mais par contre c'est 10 épisodes. Moi, si je signe avec eux, si on va vers eux pour leur proposer, c'est aussi parce que on sent que cette série, c'est un bon format et un bon nombre d'épisodes pour elle, ça me convient, quoi. Et ça, y a pas de souci avec ça. Une autre expérience que j'ai eue, j'ai bossé sur une série qui s'appelle Les 7 vies de Léa. Le concept fait que chaque épisode se passe une journée précise et il va se passer un événement très important à la fin de la semaine. Donc c'est les 7 jours de la semaine, quoi. La logique voulait qu'il y ait 7 épisodes. Et ça, c'est un truc qui est bien avec les plateformes. C'est que le format 7 épisodes, c'est une série particulière où le format 7 épisodes s'impose. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes hertziennes qui diffusaient, qui font des soirées de 2 épisodes, qui du coup, les chiffres impairs, ça leur plaît pas, quoi. Mais là, on pouvait le faire grâce à Netflix. Et si cette série, on avait dû la faire sur une chaîne hertzienne qui diffuse, c'était soit 6 épisodes, soit 8. Et en effet, là, pour le coup, il aura fallu réfléchir autrement le concept. Et alors, justement, tu disais que la durée des épisodes, par contre, c'est une toute autre question, entre 26 minutes. Oui, parce que c'est souvent lié au genre. En tout cas, moi, le format pour les responsables, faire d'une vingtaine de minutes, c'est un format très propice pour faire de la comédie. Mais c'est aussi différent parce que parfois, des gens disaient que c'était de la série courte ou je sais pas quoi. Non, pour moi, la série courte, c'est plus Caméra Café ou des choses comme ça où là, l'idée, c'est de faire du gag, mais avec des épisodes qui durent 2 minutes, 3 minutes. On n'a pas vraiment le temps de développer des personnages. Là, 22 minutes, c'est à la fois on peut raconter une série feuilletonnante, basculer dans des moments émotionnels, développer vraiment des arches narratives assez fortes c'est pas des personnages qui ne changent jamais. On peut les faire évoluer, on peut changer les rapports de force entre les personnages et donc raconter autre chose, mais dans un format assez naturel pour la comédie parce que ça donne des épisodes au rythme très très nerveux. La comédie, c'est des maths pour moi et quand on fait du 20 minutes, c'est plus facile. Ouais, c'est des maths Ouais, c'est ça, que des formats un peu plus longs où là, pour le coup, ça impose, pour le coup, un mélange de genre que j'aime bien aussi d'ailleurs, mais c'est moins facile de faire de la comédie pour avec du 52, ouais, je trouve. Tu mélanges plus, tu fais plus de la dramédie, quoi. Ouais, voilà. Tu mélanges plus la comédie et le drame. Et aussi, à la question du nombre de personnages et de points de vue, moi, je trouve. Alors que si tu fais un truc qui est très choral, où t'as 4-5 points de vue, il vaut mieux avoir un peu plus d'espace en fait pour les déployer que sur un format un peu plus court où il vaut mieux en avoir entre 1 et 3 quoi pour que ça soit plus gérable. Et encore, tu vois, quand tu regardes Friends ou je parlais de The Office, mais souvent c'est parce que justement c'est l'épisode où cette fois on va suivre le point de vue que de ce personnage-là et l'autre va être plus secondaire. Et en fait, on peut s'amuser de différentes façons en fait. Je suis sûr qu'un 10% qui dure sur le format 20 minutes, ça marcherait. Et je pense que ce qui fait que le format marche tel qu'il existe, c'est ce qu'on appelle un procédural où en fait il y a le cas du jour. Donc et donc du coup vous avez à la fois l'intrigue de la star et les intrigues des personnages. Qui continuent, ouais. Et donc, du coup, ce côté 2 en 1 nécessite plus de temps que 20 minutes. C'est aussi ça la logique, quoi. C'est pour ça que les procédurales, alors il y a la série policière ou le cas du jour, qui a tué, et puis il y a aussi les séries d'avocats, par exemple, The Good Fight, The Good Wife, et le cas du jour du procès et tout ça. Et ça, c'est pas pour rien que c'est souvent entre 40 et 50 minutes. C'est parce qu'on veut aussi bien être feuilletonnant et suivre des personnages que d'avoir un côté très épisodique où on résout une histoire dans le même épisode. Tout à l'heure, vous avez employé le terme de dramédie. Je crois qu'à la base, l'idée de départ d'Irresponsable, c'est quand même une comédie. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, en tirant dessus, il y a la question de l'absence du père, du chômage qui est venu. Et puis, drôle, c'est un nom un peu en trompe-l'œil parce que finalement, c'est des gens qui sont en galère, qui ont des choix importants à faire. Est-ce que, à l'image de séries comme Louis ou de Fleabag, la comédie moderne, elle est pas un peu tragique et dépressive? En fait, c'est bien de mélanger les genres. C'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est que moi, j'avais vendu Irresponsable à OCS comme une dramédie. C'était une façon de dire, laissez-nous nous autoriser parfois à ne pas être drôle si on veut, parce qu'on a envie de raconter sincèrement des sujets qui sont abordés dans la série et tout n'amène pas forcément à de la comédie parmi ces sujets-là, parce qu'on veut on veut le faire très sérieusement. Et dès la saison 1, la saison 1 commence de façon très 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 comique dans les tout premiers épisodes, et puis au fur et à mesure, à la moitié, c'est vraiment la moitié de la saison 1 où soudainement il se passe des trucs pas drôles. Et moi je voulais ça, mais en fait en vrai c'est pas une dramédie Irresponsable, c'est une comédie. Mais une comédie peut amener des moments tragiques, c'est pas un problème, et on n'invente pas la roue quand on dit ça.
Et ce qui est marrant, c'est que il y a beaucoup de séries dramatiques où on se pose pas la question, et il y a des moments comiques dedans. Six Feet Under, on va pas dire que c'est une dramédie, on va dire que c'est un drame, mais pourtant on se marre régulièrement dans Six Feet Under. Même The Wire, enfin vraiment, j'ai toutes les grosses séries HBO qui parlent à tout le monde et qui sont vécues comme que tout le monde dirait oui, c'est plutôt une série dramatique, mais il y a des moments comiques. La comédie, ça peut être l'inverse aussi. Et donc du coup, dramédie est devenu presque un terme un peu galvaudé. Cela étant dit qu'il y en a de plus en plus en effet, parce que on aime de plus en plus, le mélange des genres est de plus en plus accepté, et c'est vrai que parfois on sait plus où se placer, quoi. Quand je regarde BoJack Horseman, je sais plus si je suis devant une comédie ou un drame, très clairement, et donc je suis assez d'accord pour dire, pour employer le mot dramédie pour ce cas de figure-là, pour le coup. Et je trouve ça passionnant. Le mélange des genres me plaît beaucoup. Déjà, une mélange de différents styles de comédie. Dans Responsable, il y a vraiment de l'humour un peu absurde, gaguesque. On met un seau sur une porte et le seau va se renverser et le type va se prendre de l'eau sur la figure. Et puis en même temps, soudainement, on amène quelque chose de beaucoup plus réaliste, c'est-à-dire que le seau, physiquement, en fait, il va tomber tout droit et fracasser le crâne du mec, il y a du sang par terre et en fait, c'est drôle aussi, mais d'une certaine manière, c'est le retour à la réalité. On n'est pas dans une BD, on n'est pas dans un quick et fluke. Et ça, j'aimais beaucoup, déjà. Et ensuite, l'étape supérieure, c'était de mélanger les genres entre drame et comédie. Et on est de plus en plus loin là-dedans. C'est peut-être pour ça que c'est pas plus mal de pas avoir fait de saison 4 et d'avoir pensé à la fin de saison 3, parce que je pense que si j'avais fait une saison 4, en tout cas, dans l'immédiat, juste derrière, la série serait devenue vraiment trop glauque, je pense. Là, on avait trouvé le bon, toutes les idées que j'avais pour, attends, si je fais une suite, qu'est-ce qui se passe? C'était des histoires de mort, j'avais un besoin de changer de genre et donc peut-être de changer de série aussi à ce moment-là. Mais en tout cas, je trouve ça amusant de jouer avec les genres aussi pour des questions, toujours la même chose de réalisme. Ça veut dire, moi j'aime bien être juste et que ça sonne vrai, et la vie est à la fois une comédie et un drame. Les deux sont liés en fait. Moi j'ai l'impression aussi que pour pouvoir être drôle et pour pouvoir rire, il faut en passer par des moments où on rit pas et où on n'est pas drôle, puisque par définition le rire c'est une espèce de soulagement un peu. Et donc, si on cherche à accumuler les rires, pour moi, ça fait les comédies que je regarde pas ou j'ai pas envie de regarder, parce que c'est souvent des comédies qui ne donnent pas de crédit à leur personnage, donc les enferment dans un emploi comique, mais du coup, le personnage est complètement monotache, monomaniaque, il est défini uniquement par une seule chose, et alors on va toujours rire au même moment parce qu'il fait toujours un peu la même chose. Voilà, c'est ces comédies qui, pour moi, manquent justement du drame, et c'est ce qui pourtant les rendrait meilleures. C'est-à-dire, les meilleures comédies ont une part de drame en elles, mais parce qu'aussi, pour être drôle, il faut savoir être triste. Enfin, les deux vont ensemble. Donc, finalement, peut-être dramédie, c'est jamais que l'autre mot de bonne comédie, en fait. On va parler un petit peu de vos parcours. On va commencer avec Fanny. Fanny, d'où te vient l'envie d'écrire? Ça, c'est l'objet de ma psychanalyse, monsieur. Donc, vous croyez que je vais tout vous révéler? Non, en vrai, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est là depuis très longtemps. Enfin, que c'était même là dans l'enfance, en fait. Donc, j'ai toujours eu des cahiers et des trucs à mettre dedans. Enfin, mes premiers souvenirs d'écriture, je pense que je dois avoir 9 ou 10 ans. Donc, j'imaginais que j'étais la maîtresse d'école et que j'avais une classe fictive. Et donc, dans mon cahier, j'écrivais le nom de mes élèves. Donc, j'avais tous mes élèves. Et donc, il y avait une fiche personnage, quand même, par élève, parce que chaque élève, donc, avait des caractéristiques, avait des parents, avec une profession des parents, enfin, du coup, un milieu social. Et parfois, j'allais même jusqu'à écrire la rédaction que l'élève aurait écrite. Donc, quand même, c'était déjà obsessionnel, quoi. Donc, ouais, ça, j'étais petite, je crois que j'étais en CM2. Et après, j'adorais, moi, j'étais jamais plus heureuse que quand il y avait une rédaction à faire. J'ai toujours aimé ça. Enfin, voilà, la littérature, les histoires, non seulement en tant que lectrice, mais aussi, voilà, en essayant, moi, de le faire, quoi. J'ai toujours adoré ça. Après, ado, je me souviens, j'écrivais des romans photos aussi. Je m'amusais à prendre des photos, écrire des histoires. Donc, c'était comme des sortes de storyboard. Ça fait très longtemps, ça a toujours été là. Et voilà, et écrire des rédactions, c'était ma joie, quoi. C'était un jeu, c'était un plaisir. Et toujours. Après, j'ai lu que tu as été mis en contact avec le monde de l'écriture et des médias à travers ton père. Donc, t'as un père qui est célèbre. J'ai un père qui est entraîneur, qui a été entraîneur de rugby, voilà. Oui, qui est célèbre dans le rugby. Ouais. Donc, Daniel Herrero, ouais. Et que c'est à travers lui que t'as fréquenté un peu le monde des médias. En fait, non. Ce qui est assez beau, c'est que, donc, moi, mes parents, ils sont profs. Moi, j'ai grandi à Toulon, voilà, dans un quartier assez populaire, avec mes parents qui étaient profs tous les deux. Et quand j'ai eu 11-12 ans, mon père est devenu entraîneur du rugby club toulonnais avec un certain succès. C'était un entraîneur qui a gagné en notoriété, qui est devenu assez connu, qui était même un peu une star locale. Et comme souvent, en fait, quand les gens
progressent un peu socialement, ça fait venir à eux des nouvelles personnes. Donc nous, Toulon, c'est pas du tout une ville de culture, c'était pas du tout une ville universitaire à l'époque, ça l'est un peu plus maintenant. Et moi, petite, nous, les loisirs, c'était d'aller à la mer et d'aller crapahuter dans les rochers et de vivre tout nu dans le jardin, quoi. C'était à peu près ça notre vie. Mais donc, c'était pas tellement culturel. Et le fait que mon père soit un petit peu connu, ça a fait venir à nous, soudain, des journalistes ou des gens qui bossent pas dans le cinéma et qui aiment le rugby et qui s'intéressent à lui, et puis des gens dans l'édition qui viennent le solliciter pour écrire un bouquin. Et ça a ouvert notre champ, en fait, qui était pas du tout étroit, mais enfin qui était provincial et pas du tout tourné vers ces métiers-là, les métiers artistiques. Enfin, jamais on aurait pensé. Moi, à l'époque, vous m'auriez dit scénariste, c'est quoi? Enfin, quand j'étais ado, je savais pas du tout que ça existait. Nous, c'était surtout le sport, quoi. Et donc, je remercie mon père pour ça, d'abord parce que c'était un super papa, mais aussi parce qu'il nous a transmis beaucoup de choses qui ont à voir avec la curiosité et l'ouverture d'esprit. Mais ce moment-là où il commence, lui, à accomplir un peu quelque chose et à s'élever un peu, sociologiquement, on va dire, et puis à gagner plus de sous, il est vrai. Ça nous a permis de rencontrer des nouvelles personnes et d'ouvrir notre champ et de venir à Paris et de rencontrer, un éditeur. Et d'un coup, je me suis dit, mais ils existent, ces gens. Enfin, moi, je connais pas tout ça, et ça a éveillé beaucoup de curiosité chez moi. Et ça m'a montré que c'était possible, en fait, que ces métiers-là, ils existaient, et que, après tout, pourquoi pas moi. Alors après, t'as fait une business school et Sciences Po. Non. Jamais du business school. On fera ça. T'as fait Sciences Po. Non, j'ai fait une Hippocane, une canne, des études littéraires, qui ont été un moment exceptionnel de mon apprentissage. Et après, effectivement, j'ai passé une année à Londres, à la London School of Economics and Political Science, qui est l'équivalent de Sciences Po à Londres. Ouais. Et après, oui, j'ai eu mon diplôme de Sciences Po. Et alors, comment tu finis lectrice à TF1 ? C'était un job alimentaire. C'était vraiment pour gagner des sous, parce que après avoir fini mes études qui étaient assez longues, je me suis mise à faire du théâtre. Donc pendant 5-6 années, dans ma vingtaine, j'ai vraiment été comédienne au théâtre. Et comme tous les comédiens, en tout cas de mon niveau, à savoir moyen, je gagnais pas très bien ma vie. Donc j'avais besoin de faire plein de petits boulots, et j'ai trouvé un peu par hasard ce boulot de lectrice chez TF1 qui était payé en cachet. Donc, ça me permettait d'arrondir un peu mon nombre de cachets pour faire mes heures et être intermittente. Ce qui est d'ailleurs un peu honteux quand on y pense que TF1 rémunère en cachet des lecteurs, mais bon. Et je me suis mise, j'ai fait ça pendant presque 3 ans. Et donc, je lisais chaque mois, je sais pas, une vingtaine, trentaine de scénarios, d'épisodes de séries, en fait. Et c'était à l'époque, donc, entre 2003 et 2002 et 2005, quelque chose comme ça, au début des années 2000. Donc, je lisais beaucoup des feuilletons de l'été, des Joséphine Ange Gardien, des trucs de polar. Tu peux nous dire pourquoi tu as dit que tu étais lectrice contre étalon à TF1 ? parce que moi, je suis assez scolaire, en fait. Et en plus, j'aimais pas forcément ce que je lisais, mais je prenais cette histoire très au sérieux et ce job très au sérieux. Je faisais bien mon travail. Donc, moi, je décortiquais un Joséphine Ange Gardien, comme j'aurais fait une analyse de texte quand j'étais en Cagne, en fait. Je le faisais avec le même sérieux. Mmh. Et donc, évidemment, je repérais quelques problèmes ou des choses qui me semblaient, pas toujours très inspirées ou très utiles ou... Bon, bref, j'avais un regard un peu critique, mais toujours très étayé. Et en fait, oui, je pense que chez TF1, ils s'en fichaient de ça. Il y avait un besoin d'efficacité. Donc souvent, j'avais l'impression que quand je disais « Ah, mais cette histoire, elle est incroyable, elle est hyper singulière, on n'a pas du tout l'habitude de voir ça sur TF1 », ça passait à la trappe. Ça passait à la trappe, ou ça a passé sous le filtre en plastique, comme moi j'appelais, c'est-à-dire ce moment où il y a les peu de choses singulières finalement sont assez vite banalisées ou transformées ou qui deviennent rapidement des clichés, malheureusement, en tout cas à l'époque sur cette chaîne. Et à l'inverse, quand je disais mais mon Dieu, mais c'est pas possible, c'est tellement schématique, tellement caricatural, on n'a pas le droit de faire ça, ça ils aimaient bien. Et pourtant ils m'ont quand même gardée comme lectrice pendant 3 ans. Et alors après il y a le SAF. Ou le SAS. Le SAS, ouais, c'est un collectif de scénaristes qui a été créé par un très bon copain à moi et collègue à nous qui s'appelle Benjamin Dupas, qui a eu cette super idée quand il était jeune scénariste et qui commençait à travailler professionnellement. En fait, on s'est rendu compte, il s'est rendu compte que à cette époque-là, donc là, c'était il y a une bonne 15aine d'années, il y avait moins de formation que maintenant. Donc Fred, t'as fait Miss, toi. Mais voilà, à cette époque, il y avait moins de formations possibles, on en parlait moins aussi, ce métier-là était un peu moins connu. Et donc scénariste, on arrivait de plein d'endroits et on se formait sur le tas, en fait. Et donc on était tous un peu dans notre coin
à pas tellement savoir par où attraper notre propre métier, pas toujours très conscient de notre propre écosystème et encore assez malhabile dans la manipulation de nos outils en fait. Et Benjamin, qui était un ancien prof normalien, il s'est dit mais en fait les gars, faut qu'on crée un collectif, on va apprendre ensemble et on va se parler, on va décortiquer ensemble des séries, on va essayer d'avoir un vocabulaire commun, technique. C'était vraiment un truc qui se faisait pas du tout à l'époque. Ce que normalement on fait dans une école, nous on l'a fait nous-mêmes. Et moi je l'ai rencontré à ce moment-là. Moi aussi j'étais jeune scénariste, un petit peu moins d'ailleurs avancé que lui à l'époque. Et il m'a proposé d'en être parce que on s'est croisés dans un festival et qu'on s'est trouvé un peu sympa et un peu joli et voilà. Et on s'est dit voilà, on le fait ensemble. Donc moi j'ai fait partie des membres fondateurs et puis ça a grossi et maintenant ça fait 15 ans que ça existe. Alors on se voit moins qu'avant parce qu'on a tous vieilli, on a tous des enfants, mais ça a été vraiment un lieu d'échange et de compréhension et même de thérapie parfois. Vraiment super exceptionnel. Enfin moi qui m'a aidé à me professionnaliser, à apprendre mon métier, à le maîtriser mieux, à me sentir mieux aussi dans mon métier. En fait, c'est aussi en rentrant au SAS que j'ai commencé à dire ok, en fait, je crois que je suis scénariste. Avant ça, j'arrivais pas complètement à le dire. En fait, j'avais encore l'impression que j'avais usurpé quelque chose. Puis, grâce à eux, aux camarades, aux collègues, je me suis dit en fait, ça commence à prendre forme et je leur ressemble, ils me ressemblent, donc j'en fais partie, quoi. Je fais partie de la corporation. Et donc après, t'as travaillé sur Un village français, Kabul Kitchen, Fais pas ci, fais pas ça. Puis sur 10%, et c'est là que t'as rencontré Fred. Toi, tu as commencé par faire des études de réalisation audiovisuelle à l'ESRA, et t'as fait plusieurs années en tant qu'assistant casting, régisseur, assistant monteur, je crois. Oui, c'est ça. Enfin, c'est-à-dire que une fois sorti de cette école de cinéma, on était 3 ans après le bac, j'ai 21 ans, j'étais pas spécialement mûr pour entrer dans le monde du travail, mais il fallait bien. Et ça s'est très vite concrétisé par de la régie, du montage, dans des trucs de télé complètement débiles. Et quand je dis des trucs débiles, on parle pas même de fiction, vraiment de la télé-réalité, des choses comme ça. Parce que moi, tout ce que je cherchais à faire, c'était obtenir mon statut d'intermittent. Et donc ça a duré 2-3 ans comme ça, et c'est vrai que je me sentais un peu perdu, et il a fallu revenir aux études pour me dire non, en tout cas pour me rappeler ce que je voulais faire à la base, c'est-à-dire écrire, réaliser, quoi. Donc, t'as fait la formation série télé de la FEMIS. C'est ça. En fait, cette formation est arrivée vraiment au bon moment pour moi. Parce que c'est-à-dire que elle se crée à cet instant. C'était une formation d'1 an pour centrer sur l'écriture de séries télé, qui qui s'adressait pas à des jeunes qui sortent tout juste du bac, mais qui s'adressent à des gens qui ont déjà une certaine expérience, soit de plateau, soit le fait que je connaisse bien ce que c'est qu'un tournage en tant que régisseur, ça leur a plu. J'avais écrit pour de la BD aussi, j'ai écrit pour Marion Duval, qui est une BD qui ne rajeunit pas, parce que je lisais ça dans la strap. Ah ouais, mais ça a 30 ans, mais moi j'ai écrit le tome 22, 23, je sais plus, ça fait très très long. Je lisais ça gamin et je me mets à écrire ça aussi à ce moment-là. Donc c'était vraiment la première expérience. Le hasard m'a amené à bosser là-dessus, et je gagnais pas du tout très bien ma vie avec ça. Ça m'empêche. Je vais toujours avoir mon statut d'intermittent, mais ça m'a rappelé que c'était ça que je voulais faire à la base. Arrive à ce moment-là la FEMIS, et arrive à ce moment-là aussi Les Revenants sur Canal. Arrive aussi à ce moment-là un pote à moi qui dit mais il y a pas que Les Revenants bien comme série, comme bonne série française, regarde Engrenage, regarde Un village français. Et en fait je me dis ok, c'est vrai que la série ça m'a toujours intéressé, mais je me dis toujours que j'étais pas dans mon pays pour le faire, et finalement je me dis en fait il se passe des choses, c'est le moment d'en être, donc je tente la FEMIS et j'y entre, et là en effet là ça change tout. Tu parlais de bande dessinée là, en bande dessinée ou dans le roman, les auteurs ils écrivent tout seuls. Et vous, on a l'impression que dans la série télé, c'est plutôt culturel d'écrire à plusieurs. Est-ce que la notion de writer's room ou de pool de scénaristes est très répandue aujourd'hui dans votre écosystème? Moi, j'ai commencé le métier en 2006, je n'ai connu que ça. Au tournant des années entre 2000 et 2005, il y a eu une petite révolution des séries qui nous est arrivée des États-Unis, mais qui s'est imposée en France, où on est sorti du modèle de l'unitaire, ou de la collection. Une série, c'était en vrai un truc de 90 minutes qui revenait tous les X mois, quoi, avec un héros type Julie Lescaut ou Navarro, voilà. J'exagère un peu, mais pour schématiser, c'était ça. Et dans ces années-là, entre 2005 et 2010, il y a vraiment eu une petite révolution. On est passé aux 52 minutes, au feuilletonnant, en fait. Donc, avec des histoires plus longues, plus développées, des personnages plus complexes qu'on peut suivre. Et ça change tout, en fait. Ça veut dire qu'à un moment, il y a un volume d'histoires à inventer, un volume d'épisodes à produire et donc à écrire.
Et ça, on se rend compte que écrire 8 épisodes, il y a pas beaucoup d'auteurs qui savent le faire tout seul. Et d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment souhaitable? Je sais pas. En tout cas, moi, je sais que j'en serais incapable. Et probablement que cette histoire de collectif, moi, fait partie des raisons pour lesquelles j'ai aussi progressivement j'ai choisi ce métier, ou ce métier m'allait bien, parce que moi, j'aime pas travailler seule. J'aime pas tellement écrire seule, sauf vraiment les dialogues. Mais c'est un moment très particulier où voilà, certains moments de structure où il faut un peu se concentrer, être à l'intérieur de soi. Mais souvent, moi, j'aime l'intelligence collective, le partage, sans avoir besoin d'être 1000 dans la pièce, mais à quelques cerveaux, j'ai toujours l'impression qu'on est un peu plus fort. Même s'il faut qu'il y ait une tête ou voilà une proue, une figure de proue, parce que c'est plus simple. C'est très compliqué pour le coup de créer à plusieurs de façon très égalitaire. Mais moi, moi j'aime ça. J'aime aussi réfléchir par la maïeutique de la discussion à 2 ou à 3. Je trouve ça très utile. Et pour bâtir des épisodes, après, c'est aussi, de mon point de vue, très vertueux parce qu'on se surprend à plusieurs. Quand il s'agit de comédie, souvent, on arrive à être plus drôle à plusieurs et on arrive à approfondir davantage à plusieurs. Dans la profession, il s'est beaucoup dit que tu avais imposé le concept de showrunner en France. Est-ce que c'est différent du directeur d'écriture, du directeur de collection? Qu'est-ce qui varie? Alors, effectivement, c'est très différent et c'est faux. Je n'ai pas imposé la figure du showrunner. Moi, je te dis ce qui a marqué dans les médias. Oui, mais parce que voilà, c'est tombé sur moi. Mais en vrai, il y en a plein d'autres qui le faisaient avant et il y en a plein d'autres qui le font maintenant et qui le font après. Sauf qu'on en parle moins et je sais pas bien pourquoi, mais il faudrait s'intéresser à eux. Mais là, si on me pose la question, je peux en nommer 15. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où c'est apparu. Et c'est un moment aussi où moi, j'ai commencé à m'intéresser à cette position, en fait, parce que elle découlait de pas mal de choses, mais en fait, un showrunner, pour vous répondre, ça a rien à voir avec la direction d'écriture. Effectivement, c'est un auteur, donc, et souvent, c'est celui qui a pensé l'histoire, ou en tout cas la détient un peu plus que les autres, donc souvent aussi qui dirige effectivement l'écriture, mais il va pas diriger l'écriture, il va s'impliquer après à toutes les étapes de la fabrication de la série. Parce qu'une fois que l'écriture est finie, il y a un autre travail qui commence, ou plutôt qui continue, c'est la mise en production et donc l'arrivée dans le bateau de réalisateurs, d'acteurs, de techniciens, et tout ce petit monde doit converger vers une idée commune qui est la série. Et cette série, il faut bien qu'elle soit un petit peu détenue par quelqu'un, parce que sinon chacun va dire la sienne, tel réalisateur va interpréter les choses de cette manière, tel autre d'une autre manière, parce que souvent il y a plusieurs réalisateurs. Donc en gros, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu le chef du navire et qui dise, particulièrement en cas de conflit ou en cas de désaccord, je tranche, il faut que ce soit comme ça. Et cette personne-là n'est pas forcément un tyran ou un dictateur, ça peut être juste quelqu'un qui collabore avec tous les autres corps de métier, mais c'est un peu l'équivalent en série d'un réalisateur au cinéma, en fait, pour simplifier. Sauf que souvent, le showrunner n'est pas metteur en scène. Oui, il peut l'être. D'ailleurs, parfois, il peut réaliser 1 ou 2 épisodes et après passer la main à d'autres gens. C'est-à-dire qu'il a un regard sur le casting, il a un regard sur les choix des réalisateurs. Ouais, voilà. Sur toutes les grandes décisions. Et ça peut être juste un regard sur toutes les grandes décisions, ou ça peut être plus que ça. Ça peut être vraiment tous les jours sur le plateau pour ceux qui veulent, tous les jours au montage pour ceux qui veulent. En fait, c'est une implication forte dans la fabrication de la série de A à Z. Mais donc, en gros, on est vraiment, vraiment plein à le faire. Moi, mon expérience du showrunning, c'est que j'ai jamais été vraiment showrunner, parce que sur responsable, il y a eu cette proposition de être un média, qui est une façon de fonctionner qui me va à partir du moment où on travaille avec les bons gens. C'est de dire, il y a un producteur, un réalisateur, un scénariste, les 3 bossent ensemble, et quand il y a il y a pas de il y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, c'est quand il y a un désaccord entre 2 d'entre eux, le 3e tranche, et du coup c'est un truc un peu égalitaire. Et du coup, dans ma tête, je me suis demandé, en fait, la seule façon d'être un showrunner de façon sereine, sans qu'il y ait de bagarre d'ego à des endroits, c'est d'avoir 2 casquettes sur 3. C'est d'être scénariste et producteur, ou d'être scénariste et réalisateur. C'est ça, ouais. Producteur et réalisateur, c'est une casquette un peu plus bizarre. Ouais. mais je sais, moi, c'est ma façon d'imaginer ce que c'est qu'un vrai showrunner qui, en tout cas, n'a pas de problème de leadership, et c'est un peu accepté. Du coup, t'as un peu une façon d'imaginer la même chose et de te dire, faut que je passe à la production, faut que je passe à la réalisation. Déjà, c'est le cas. Enfin, drôle, ouais, moi, du coup, j'ai hein. monté ma petite boîte juste pour pouvoir avoir le titre c'est de la solution. productrice. Voilà, ouais. C'est-à-dire que du coup, pour valider un montage, il faut que je le valide en tant que productrice. Donc de fait, je passe après les réals, dans le sens après, je clôture après eux. Et s'il y a un vrai débat, c'est moi qui tranche. En fait. Mais tu vois, je savais pas que t'avais écrit mais ta après, peau l'idée c'était quand même de collaborer, de faire des choix ensemble. Et moi, je les ai vachement écoutés, parce que mon idée c'était qu'ils seront bien meilleurs s'ils se sentent libres, s'ils se sentent impliqués, s'ils se sentent entendus,
si je suis tout le temps derrière leur épaule en train de dire que si fais ça n'a pas d'intérêt. Il faut qu'ils aient une marge de manœuvre créative, en fait. C'est ça qu'il nous faut. Bien sûr, l'idée, mais c'est après, pas d'imposer. Si au montage, à un moment, on n'a pas la même idée de à quoi la scène doit ressembler à la fin, c'est moi qui tranche. Et comment le capitaine du bateau, il choisit ses scénaristes? Comment t'as choisi Frédéric quand il a travaillé avec toi? Fred, moi, j'avais vu Responsable déjà, et j'avais beaucoup aimé. Et donc, je trouvais qu'il y avait un registre. C'est souvent une histoire de registre, comment on choisit les auteurs, parce qu'on peut admirer des auteurs et pour autant se dire, ah bah non, il serait pas bien dans cette série-là, mais par ailleurs, c'est un auteur admirable. Et là, Fred, j'avais beaucoup aimé Irresponsable, mais en plus, je sentais qu'il y avait une sensibilité, justement, cette question de la comédie un peu fine, un peu sensible, comédie de personnages. Je trouvais ça intelligent, subtil. Donc voilà, ça m'intéressait pour 10% et on s'est vraiment bien entendu. Évidemment, c'est un univers, un style, mais après c'est aussi une compétence technique, quoi, être capable de structurer un épisode de 52 minutes avec plusieurs points de vue. Enfin, tout ça, il faut un petit peu d'expérience quand même pour le faire. Donc moi, souvent, en 10%, les gens, je les ai choisis, parfois parce que je les connaissais d'avant, on s'entendait bien, on me les a présentés, mais souvent c'était pour à la fois une compétence technique et aussi une sensibilité, une drôlerie et une subtilité, quoi. Et Fred, toi, t'as écrit Irresponsable avec ta sœur, Camille. C'est une idée à toi à la base, comme tu le disais tout à l'heure. Ouais. Pourquoi tu vas chercher ta sœur et qu'est-ce que ça t'apporte d'écrire avec elle? En effet, parfois on va chercher un auteur spécifiquement parce que cet auteur semble être fait pour ce projet plus que sur un autre. Et la particularité d'Irresponsable, c'est que l'arène principale, c'est la ville de banlieue où j'ai grandi. C'est un type qui retourne vivre chez sa mère. Donc sa mère, je pense un peu à ma mère quand j'y pense et à cette ville de banlieue que je connais, qui traîne avec des adolescents. Je pense à ma propre adolescence dans cette arène-là à nouveau, qui est cette banlieue un peu bourgeoise du 92. Et donc du coup évidemment que Camille, elle a les mêmes références que moi aussi là-dessus. Et en dehors de ça, on a énormément d'envie commune, d'écriture, mais on n'avait jamais bossé ensemble. Et ça me semblait quand même être une bonne occasion, quoi. Aussi, tout bonnement, c'est un projet qui a été écrit d'abord dans le cadre de mes études à la FEMIS et c'était l'une de mes lectrices en dehors de mes tuteurs à la FEMIS. C'est quelqu'un à qui je faisais beaucoup lire et qui me faisait beaucoup de retours quand j'avais besoin d'un regard extérieur. Donc du coup, ça paraissait logique. Et aussi, pour le coup, c'est dans une logique économique. Une série OCS, on peut pas faire de vrais ateliers d'écriture avec beaucoup de gens et donc du coup, l'idée de que ce soit un truc un peu intime à deux, ça me paraissait bien. Dernier avantage, c'est que on peut s'engueuler fort, on va pas se... C'est ce que j'avais demandé, comment on gère je crois que c'est l'aîné en plus. C'est l'aîné, c'est vrai que c'est marrant ça. Mais c'est non, je dis ça un peu en rigolant, c'est-à-dire que on peut parfois se mal parler, on a oublié une demi-heure après. Je pense qu'il y a des mots parfois qu'on peut se dire que si avec un auteur plus lambda, ça aurait été un peu plus compliqué. Mais en fait, je dis ça en rigolant parce que en fait, on s'engueule pas tant que ça. En vrai, ça se passe assez bien. Et voilà, l'expérience a été très très bonne. Je pense que c'est important aussi d'avoir des plus gros ateliers d'écriture avec d'autres auteurs pour comme t'as dit, ça s'apprend. Il faut de l'expérience et il faut toujours une première expérience. Donc c'est bien dans les ateliers faut bien que des ateliers existent pour que des jeunes aient leurs premières expériences avant de eux-mêmes pouvoir faire leur propre série potentiellement. Donc ça, c'est aussi à ça que ça sert, des ateliers. Mais c'est sûr que d'une certaine manière, Irresponsable a été notre atelier à Camille et moi ensemble. On a appris à faire une série à travers ça. Heureusement qu'il y a eu les études. Mais j'ai lu que c'était aussi t'as dit le garde-fou de ta routine de travail. Camille, elle a, je trouve, une capacité à rien laisser passer, c'est très important qu'on soit deux ou plusieurs, qu'il y a quelqu'un qui a ce truc-là de venir gratter, de pas vouloir foutre quelque chose sous le tapis et un côté mais non mais c'est bien, on s'en fout, non, avec elle c'est vrai que c'est pas possible. Et c'est un avantage considérable en effet d'avoir quelqu'un comme ça dans la room, parce que si on fout un truc sous le tapis, on le paye à un moment donné, que ça peut être au montage, mais faut se poser toutes les questions possibles avant de dire ok c'est bon, on a fait le meilleur scénario possible. Et là, au moment où le podcast va sortir, il y aura une nouvelle série sur Netflix qui s'appelle Les 7 vies de Léa, dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça raconte l'histoire de Léa qui est une jeune fille qui va assez mal dans sa peau et qui un jour perd connaissance après avoir trouvé un cadavre et va se retrouver dans la peau d'un autre, puis ensuite il va se passer plein de choses. L'écriture de cette série a été dirigée par Charlotte Sanson, qu'on connaît un petit peu nous, puisqu'elle a co-scénarisé le film Comment je suis devenu super-héros avec Douglas Attal, qui a participé au podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as rejoint ce projet et qu'est-ce qu'on t'a demandé d'y faire? En fait, ce projet est initialement une envie de Netflix,
parce que c'est un roman qui s'appelle Les 7 vies de Léo Bellamy. Netflix a acquis les droits et sont allés chercher la boîte de production Empreinte Digitale pour leur dire est-ce que ça vous intéresse de l'adapter en série pour nous. Éric Laroche et Raphaël Rocher, les producteurs, ont tout de suite pensé à aller chercher Charlotte, et Charlotte et ensuite du coup aller chercher sa Dream Team à elle qui consistait déjà à aller piocher dans son collectif d'autrices. Elles ont un collectif qui s'appelle La Mafia Princesse. Elles sont 5, et donc sur ces 4 camarades, il y en avait 3 qui étaient disponibles. Dorothée Lachaud qui était disponible tout de suite pour commencer à réfléchir aux arches narratives, à développer la série en tant qu'adaptation, et les 2 autres, Alice Vial et Déborah Assoun, elles étaient disponibles pas tout de suite mais pour plus tard, quand il faudra ensuite se lancer dans l'écriture d'épisodes et qu'il faudra des auteurs supplémentaires. Et donc du coup elle est aussi en parallèle venue chercher Camille et moi en tant qu'auteur d'Irresponsable, et aussi parce qu'on se connaissait à côté de ça. Et donc du coup avec Charlotte et Dorothée Lachaud, Camille et moi, on a à 4 réfléchi à comment adapter ce bouquin. Le concept du bouquin, c'est un garçon qui voyage dans le temps 30 ans plus tôt dans sa ville et qui voyage en se réveillant à chaque fois dans des corps d'adolescents de son âge différent. Et donc il vit 2 fois la même journée, une fois chez lui à son époque, et une fois 30 ans plus tôt dans le corps de quelqu'un d'autre. Et il sait que dans une semaine, il y a une fille qui va se faire tuer à l'époque. Et donc du coup, il se dit qu'il a l'occasion peut-être de résoudre le mystère et d'empêcher cette mort. Et donc la première envie de Charlotte, c'était déjà d'inverser les sexes. C'est une héroïne qui doit sauver un gars qui va se faire tuer il y a 30 ans. Et aussi donc vraiment à nouveau de se dire le concept est super, mais on a envie d'avoir d'inventer nos propres personnages à travers ce concept, de réfléchir aux thématiques adolescentes qu'on a envie de parler, surtout ça se passe en 91 du coup, enfin c'est entre 2021 et 1991, et donc parler du grunge, des choses comme ça. Et donc on s'est bien amusé, mais du coup ce qui était super, c'est la première fois que je vivais ça en fait, de travailler sur une série qui est pas la mienne, et c'est pas moi la tête pensante comme parlait Fanny, c'était Charlotte, mais d'être là dès le départ. Et donc du coup d'inventer collectivement un peu ce que c'est que cette série. Là où quand je suis arrivé sur 10%, là c'était en saison 3, j'ai travaillé récemment sur la série qui s'appelle L'Opéra, je suis arrivé en saison 2, c'est des séries qui avaient déjà une vraie identité, donc du coup c'est un autre boulot. L'idée n'était pas d'inventer ensemble collectivement une identité, l'identité existait déjà. L'idée était d'intégrer cette identité et d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice, mais sans avoir à tout à inventer, quoi, justement. Fanny, toi, tu as quitté 10% alors que la série était en pleine gloire à la fin de la saison 3, et t'as laissé les clés à d'autres scénaristes. Comment ça se passe, ça? C'est toi qui les as choisis? Tu leur as dit, il faut que vous fassiez ça? Non, pas du tout. Non, on les a choisis avec mes producteurs. J'étais un peu en burn-out, en fait. Ça faisait 7 ans quand même que je ne faisais que ça, que 10%. Donc, je me sentais un peu saturée, même si j'ai adoré la série. Et l'idée, c'était de passer la main à des gens que j'aime beaucoup. Donc, on a choisi Victor Odenbach, qui était le scénariste des Grands, une série d'OCS, et Vianney Le Basque, qui était lui plutôt réalisateur. Et donc l'idée, c'était de à la fois faire une passation douce où on discute quand même un peu. Je les ai alertés sur toutes les anguilles qui étaient partout. Non, c'est pas vrai. Non, on a discuté des difficultés même, voilà, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui est un peu compliqué en 10%, mais plus de façon théorique. Après, je leur ai quand même un peu laissé 2-3 billes de trucs auxquels on avait pensé nous avant, mais finalement dont on n'avait rien fait. Par exemple, que Hervé devienne acteur. C'était un truc qu'on avait un peu envisagé avant, donc je leur ai dit, si ça vous dit, faites-le, ça peut être marrant. Mais c'est tout, il y avait aucune consigne, et de toute façon, je pense que ça aurait été absurde. Moi, déjà, j'avais envie de m'éloigner, mais ça aurait été horrible que je reste un peu, mais pas totalement, genre vous êtes libre, mais pas vraiment libre, et puis de toute façon, je vais donner mon avis, donc non, ça aurait pas été bien. Et du coup, après, pendant plusieurs mois, tu prends du recul. Comment vient l'idée de Drôle? L'idée de Drôle, elle est venue en allant dans un comedy club, en fait, tout simplement parce que je connaissais un peu le stand-up, mais pas très bien. Et il y a vraiment une scène stand-up à Paris qui est très vigoureuse, et j'avais pas complètement mesuré ça, comme vraiment nouvel espace de création, d'expression. Et donc voilà, ça se passe dans souvent des petits bars, des petits restos, et c'est un peu dans la cave en bas. Et je me suis retrouvée à aller au Paname Comedy Club, et j'ai adoré la soirée que j'ai passée là-bas. J'ai vraiment une espèce de coup de cœur pour cet endroit, pour ces gens. Donc j'ai assisté à un plateau d'humoristes que j'avais jamais vu, où en gros il y a 5-6 humoristes qui se succèdent pendant 1 heure et qui font des blagues chacun 10 minutes, qui racontent un peu leur vie en blague, ou qui nous racontent des trucs sur la France,
la politique. Puis souvent, ils parlent de plein de choses, plein de sujets hyper contemporains, de sexualité, de religion, de relations, de leur enfance. Et ça dessinait comme ça un portrait d'une jeunesse française qui m'a beaucoup émue. Il se trouve qu'en plus, la plupart d'entre eux sont issus de l'immigration, même si c'est pas tous, mais c'est réel. Et ça aussi, ça m'a beaucoup plu. Et donc, en sortant, j'avais envie de leur parler à tous et de leur poser plein de questions et de savoir comment ils travaillent, d'où ça vient, et voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire après, ils étaient où avant. Enfin voilà, ça m'a éveillé beaucoup de curiosité. Et j'ai parlé de cette idée à Netflix qui a tout de suite mordu. Et donc, à partir de là, j'ai commencé un développement. Toi, tu as travaillé sur l'opéra, toi, tu as travaillé sur... Comment on fait pour être sûr d'être réaliste? Est-ce que vous avez fait de l'immersion? Est-ce que toi, t'es monté sur scène et t'as fait un... Ah non, ça serait impossible, tellement violent. Non, en revanche, oui, de l'immersion, oui. Passer beaucoup de temps dans les comédie clubs, rencontrer plein de stand-uppers, des plus débutants, plus confirmés, écouter plein de podcasts, lire des trucs, regarder des trucs, aller voir des spectacles. Pendant plusieurs mois, j'ai fait un peu un travail de journaliste, en fait. Mais moi, j'adore ça, en vrai. Je pense que, dans une autre vie, si j'avais pas de scénario, j'aurais aimé être soit journaliste, soit sociologue, en fait. J'adore ça. Souvent, moi, mon inspiration, elle vient vraiment du réel. J'ai plus de difficultés à inventer des mondes, tu vois, le pitch des 7 vies de Léa, j'adore le voir, mais je serais incapable de le penser, en fait, des trucs où on voyage dans le temps et on se met dans des corps et tout, je sais pas. Mais ça, c'est pour ça que c'était génial, l'idée d'adapter. Je pense que Charlotte, elle est comme toi, je suis comme toi, toutes les autrices de cette série étaient comme toi, et en fait, on nous offre sur un plateau un high concept, et nous, on se dit, ouais, ok, donc on a ça, donc on n'a plus à se poser la question de comment on va attirer les gens. Ce qui est à remplir, en effet, c'est des thématiques beaucoup plus proches de nous. Oui, psychologiques, sensibles. C'est ça, voilà. C'est qu'est-ce que c'est que tomber un amour impossible, tomber amoureuse de quelqu'un qui est mort il y a 30 ans. Qu'est-ce que c'est que son rapport à son corps. Qu'est-ce que c'est que des thématiques, vraiment beaucoup de thématiques adolescentes et quotidiennes et dans le cadre de ce Head Concept qu'on n'a pas inventé et aucun d'entre nous n'aurait été, je pense, foutu de l'inventer, en fait. Non, mais c'est vrai que pour moi, la question du réalisme, c'est pas forcément la difficulté parce que c'est ma pente naturelle, en fait. J'aime bien m'inspirer du vrai, de ce qui est autour de moi. Souvent, il y a un peu deux catégories de scénaristes. Il y a ceux qui sont inspirés par les fictions des autres, donc qui pensent fiction, qui sont dans la fiction et qui ont besoin de la fiction. Moi, c'est un peu l'autre catégorie qui est le réel. Mes amis, les gens... j'adore regarder des documentaires, lire les journaux, à s'inspirer du vrai. Pour moi, je préfère ça. Et c'est sans jugement de valeur, hein. Donc, du coup, la question du réalisme, pour moi, elle est pas très compliquée. Je sais que quand j'écris, je pense réussir à insuffler de la vie et du vrai et dans les dialogues. C'est des choses qu'on me dit souvent. Mais après, mon problème, c'est justement de réussir à inventer quelque chose qui a un cran au-dessus de la vie pour faire décoller la fiction et être dans un pacte avec le spectateur, vraiment de fiction, d'invention ou d'une histoire ou d'un monde ou voilà, d'un principe narratif, en fait. Ça, moi, je trouve ça plus difficile. C'est pas là où je suis bonne. D'ailleurs, en parlant de ça, t'as appelé des humoristes pour consulter, en fait, sur Drôle. Et écrire les sketchs. Alors, justement, ma question, c'était, donc c'était Charlie Soignon, Jason Brokers, Thomas Wiesel, Fanny Ruet. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils ont leur mission, c'était juste d'écrire les parties stand-up et les gags et tout ça pour que ce soit authentique? Ou est-ce ils t'ont aidé aussi dans ce que tu disais, le cran au-dessus, justement, sur les coulisses de ce métier-là, sur leur vie? Oui, bien sûr, c'était les deux. D'abord, avant même d'écrire, on avait des consultants, dont Jason Brokers et Marina Rollman, qui nous ont passé beaucoup de temps à nous raconter énormément de choses de leur parcours, de la scène stand-up d'aujourd'hui. On avait aussi une productrice, qui s'appelle Mathilde Caron, qui était elle plutôt du côté prod, mais voilà, qui nous a beaucoup parlé. Et après, une fois que les histoires commençaient à se dessiner, qu'on était vraiment dans l'écriture et des scénarios et des textes de stand-up, là, donc c'est les personnes que vous avez citées, eux, ils étaient en charge d'écrire les textes de stand-up et de les faire travailler à nos acteurs, qui sont pas stand-uppers. Mais aussi, forcément, à chaque fois qu'on leur envoyait le scénario, évidemment, ils nous faisaient des retours, ils nous disaient, ah, ça c'est bizarre, ou, ah tiens, mais en fait, quand on est dans cette situation, souvent, ce qui se passe, c'est ci ou ça, et c'est vrai que ça donne des scènes qui sont, je pense, assez savoureuses, où, par exemple, voilà, juste se partager le chapeau à la fin d'un plateau. Les gens savent pas ça, mais donc, voilà, il faut mettre des sous, on met des billets, des pièces dans un chapeau, les stand-uppers, ils se le partagent, souvent, ça tombe pas juste, le compte. Donc, c'est des espèces de petits calculs, puis souvent arrive quelqu'un qui remet par-dessus un billet de 10, donc tous les comptes sont fichus. Bon, ça, c'est des trucs qu'ils nous ont racontés, puis qui nourrissent des scènes marrantes, vivantes,
Là, il y en a plein. Enfin, chaque scénario est truffé de trucs qui nous ont été racontés. Et toi, pour l'opéra, est-ce que t'as été faire de la danse? Non, mais enfin, moi, j'ai pas eu un travail d'invention. Je suis arrivé, donc en effet, la saison 1 existait déjà, et c'était ma première bible, c'était de mater la saison 1. Et surtout, quand je suis arrivé, on m'a conseillé de regarder plusieurs documentaires. Enfin, justement, bible, c'est aussi tout le travail de documentation qui a été fait quand ça se passe dans un milieu très spécifique qu'on connaît pas forcément. Ça m'avait marqué quand j'avais écouté des scénaristes d'urgence qui disaient oui, vous savez, nous, dans les premières versions de scénario, on dit bullshit. Medical bullshit. Medical bullshit, merci. medical bullshit, parce qu'on, voilà, on n'y connaît rien, et on va plutôt poser la question à des gens qui s'y connaissent. Et donc c'est pareil, c'est à un moment donné, genre le personnage doit faire un pas de danse particulier, bullshit danse, et ensuite il y a une personne qui a un rôle très spécifique sur l'opéra, qui connaît l'opéra, qui connaît la danse, et qui très souvent on la contacte à plusieurs moments précis de l'écriture pour dire voilà, dramatiquement j'ai besoin qu'il se passe cet événement, qu'est-ce que tu as à me proposer qu'est-ce que tu as dans ta besace qui fonctionne avec le monde réel, techniquement c'est quoi qu'elle danse, sachant que en fait ce qui moi m'arrangerait c'est qu'elle a telle difficulté sur telle chose, enfin, bon. Et on s'arrange avec la réalité mais en essayant d'être au plus proche, quoi. Après c'est vrai, c'est marrant que le travail de documentation c'est pas forcément mon fort, moi, pour le coup. J'aime bien soit partir de choses que je connais vraiment déjà très bien et quelque chose de l'ordre de l'intime, comme sur Irresponsable, ou alors inventer un univers un peu foufou, quelque chose de fantastique qui fait que je crée mes propres codes. Mais en même temps, je dis ça, j'adore bosser sur des séries qui se passent dans une arène très spécifique, comme l'opéra, comme le milieu d'agence sur 10%, comme les enfants malades, enfin l'hôpital. J'avais bossé sur une série qui s'appelait Les Bracelets Rouges. Ça, c'est très intéressant, mais c'est marrant, ça viendra jamais de moi, je pense. L'idée de bosser dans une arène très spécifique qui demande beaucoup de documentation. Peut-être parce que je suis un gros flemmard, je ne sais pas. La productrice de l'opéra, justement, Florence Levard, avait dit qu'elle ambitionnait que ça ait le même succès un peu que Lupin à l'international, et il y avait une vraie volonté que cette série parle à d'autres pays, en utilisant justement l'opéra Garnier, qui est un lieu symbolique très fort. Est-ce que toi, tu as eu des consignes pour l'écriture par rapport à ça? Est-ce qu'il y avait une volonté de penser à l'international? Ouais. Non, jamais. Non. Mais par contre, c'est sûr que, enfin, c'est malin. La Reine, c'est l'opéra Garnier. Enfin, évidemment que ça va attirer le regard des étrangers qui trouvent ça so French, so beautiful. Évidemment. Évidemment, mais jamais du coup on n'a pas besoin de se forcer, on n'a pas besoin en écriture de se dire attends, est-ce que ça va plaire aux Américains, ça. L'idée c'est de s'inscrire vraiment dans la réalité du milieu français, d'être réaliste, mais ça plaît aussi à un public international parce que c'est attirant en fait de voir comment ça se passe, c'est quoi les coulisses de l'opéra en France. Je pense que ça plaît à beaucoup de gens et pas seulement français. Tout à l'heure, tu as parlé de l'intime. Il y a dans vos séries respectives, que ce soit dans Drôle, dans les 7 vies de Léa, un gros focus sur les jeunes d'aujourd'hui. Et si on va encore plus loin dans l'intimité, il y a du sexe. Dans Drôle, par exemple, il y a une scène assez pertinente avec Apolline qui chevauche Nézir et qui se masturbe, et ça le perturbe pas mal parce que ça le renvoie à son manque de confiance et tout ça. Comment elle naît cette scène ? Oula. Il veut vraiment que je raconte ma vie, en fait. Non, moi, ça naît de... Allongez-vous, Fanny, racontez-moi. Ouais, non, ça naît de... Non pas d'avoir absolument envie de montrer du sexe à l'image, mais de le montrer à ma manière et de montrer des choses dont je trouve qu'elles ne sont pas suffisamment montrées, donc peut-être d'avoir un point de vue plus féminin aussi sur une scène de sexe à l'écran, et aussi d'en faire le début de quelque chose. Déjà, que ça raconte quelque chose sur la relation entre ces deux-là, et qu'en plus, ça les fasse parler. Et c'est vrai que moi, je trouve que dans les fictions, on voit trop de gens soit faire l'amour gratuitement, et au bout d'un moment, enfin, c'est plus tellement intéressant. Et souvent, je trouve que ça manque de mots, ça manque d'échanges, et voilà. Et donc, j'avais envie de ça, en fait. J'avais envie d'avoir deux jeunes gens qui, à un moment, vont mettre des mots sur leur sexualité et communiquer. Parce que je trouve qu'on le voit pas suffisamment. Pour être dans les 7 vies de Léa, elle va découvrir pas mal de choses à travers le corps d'autres gens. C'est pour ça, en fait. Comment dire, quand on a un pitch pareil, ce serait criminel de pas foutre du cul, en fait. Mais alors que... Mais est-ce que c'est pour ça que vous avez changé le sexe du personnage principal? Parce que je me suis dit, tiens, c'est un personnage de fille qui s'empare du corps d'un garçon, d'une autre fille, et qui a des expériences sexuelles avec. Est-ce que ça aurait été perçu pareil si ça a été un mec qui faisait ça? Non, mais c'est une série écrite par 6 personnes. Parmi les 6, je suis le seul mec. Et la créatrice, c'est Charlotte.
Donc quand elle a fait des gender studies, je crois. Donc oui, non, c'est quelqu'un qui est très intéressé par ces questions-là, qui a envie de parler de féminisme. Et comment dire, le pitch de départ, c'est quand même quelqu'un qui voyage dans le temps et qui se dit je vais sauver cette personne qui va mourir. Et donc c'est un mec qui se dit je vais sauver une meuf. Premier réflexe de Charles, c'est de dire et si on faisait l'inverse. Et oui, why not. Et ensuite parce que je pense que ça lui parlait plus de se dire qu'est-ce que ça me ferait si je me retrouvais dans le corps d'un garçon et soudainement j'ai une bite, et j'en fais quoi. Et donc voilà, moi je trouve que je suis pas quelqu'un qui a spécialement envie de parler de sexualité, de me dire c'est mon truc, mais quand on a une idée comme celle-là, des ados qui découvrent leur sexualité de base et qui là en plus va le découvrir à travers différents corps, parfois des garçons, parfois d'autres filles, d'autres corporalités, tout ça, c'est évident qu'il y avait quelque chose ça s'imposait de lui-même en fait. C'est aussi pour ça qu'on s'est dit on veut faire cette série. C'est pas pour l'aspect qui a tué Ismaël, le polar il est bien, mais c'est un prétexte pour soudainement parler de thématiques très adolescentes, notamment son rapport au corps, son rapport à sa sexualité. C'est le pitch a vraiment l'avantage de, comme je disais, d'être un high concept et donc de donner envie de voir la suite. Et forcément, ça appelle à des cliffs qui donnent envie de voir la suite, comme on disait avant. Mais c'est aussi l'occasion de parler de sujets extrêmement variés qui nous intéressaient nous en tant qu'autrices et auteurs, quoi. On va passer maintenant aux questions techniques. Une astuce pour qu'un dialogue ou un texte sonne juste. Moi, c'est très immédiat, c'est me lever et le jouer. Je rentre dans la pièce et qu'est-ce qui me vient en premier, quoi. Et le dire à haute voix et s'entendre le dire, s'entendre bafouiller, s'entendre dire les mots. Il faut absolument le dire à haute voix. Je suis assez d'accord avec ça. Et aussi accepter l'idée qu'un dialogue peut se réécrire avec les acteurs à différentes étapes, faire des lectures avec les comédiens avant de tourner. En tout cas, moi, j'ai pas l'obsession du dialogue récité à la virgule près. Moi, ce qui est important, c'est que ça sonne juste, en fait. Et donc, à chaque étape de l'écriture jusqu'au tournage, l'important, c'est que ça sonne juste, en effet. Faut que ce soit vivant, organique et que ça puisse bouger, quoi. Après, je rajoute qu'un bon dialogue n'est pas un dialogue forcément absolument réaliste et que parfois, justement, des dialogues réalistes, en fait, sont extrêmement plats, ce qui correspond trop à la vie. Un bon dialogue doit être un cran au-dessus de la vie. Il doit être pas exactement comme dans la vie, mais il doit sonner un peu comme dans la vie. Donc, en fait, toute l'astuce, c'est de, ce que je disais tout à l'heure, de se lever, de le dire à voix haute pour voir la vérité de ce qui sort en premier. Poser ça, et puis après, là, le tordre un peu, rajouter la petite image qui fait que la réplique est plus intéressante, plus sophistiquée, creuser un peu, s'attacher au registre, imaginer un registre précis pour un personnage, chercher à sophistiquer, voilà, son langage pour pas que ce soit trop banal. Est-ce que vous écrivez avec les acteurs? Parce que par exemple, est-ce que Julien, ça peut être Julien sans Sébastien Chassagne? Ou est-ce que Apolline, sans cette actrice, c'est la même... Moi, des séries que j'ai dirigées, donc 10% et Drôle, on réécrivait extrêmement peu avec les acteurs. Alors 10% vraiment quasiment pas du tout. Drôle un tout petit peu plus parce qu'ils sont plus jeunes que moi, les acteurs, et parfois ils me faisaient sentir que j'étais une vieille dame. Mais enfin, on dit plus ça. Et donc, ils le remplaçaient parfois par une expression à eux. Mais c'était à double tranchant parce que parfois, ils y rajoutaient de naturel. Ce que j'ai tout à l'heure, il faut trouver vraiment le juste équilibre entre le naturel et le bon registre et voilà, et ne pas apparaître un gars, bien sûr. Et ça, ils se le mettaient bien en bouche. Mais par ailleurs, après aussi, du coup, parfois, ils vont mettre trop de mots. Et ils vont diluer un peu la réplique et qui fait que elle est moins tranchante, elle est moins efficace. Et donc c'est tout ce truc-là de à la fois il faut qu'il l'ait bien en bouche, mais il faut pas qu'il délaye trop et que en fait à la fin ce soit plus le personnage mais eux qui parlent. Oui, je suis assez d'accord. Et sur le cas d'Irresponsable, le personnage de Julien a existé un temps sans Sébastien Chassagne, mais c'était vraiment dans les débuts. Il arrivait très vite dans l'équation. Et donc, du coup, on écrivait vraiment en pensant à lui. C'est ce type d'acteur qui peut avoir des idées sur le moment d'invention par-ci par-là, mais faut bien comprendre qu'une bonne improvisation d'acteur fonctionne si le texte est bon de base, en fait. Et surtout, une bonne impro, c'est une impro qui respecte surtout pour le cadre de la comédie, le rythme imposé par comme je disais, c'était des mathématiques, la comédie à des moments donnés, et moi je supporte pas les séquences qui durent soudainement 4 minutes alors qu'elles étaient prévues pour en durer 2 parce qu'ils ont inventé plein d'autres choses et c'est tellement rigolo. Non, au montage, moi je suis un nazi, hein. On y va, on coupe du moment, l'important c'est le rythme, pas le bon mot. Et donc du coup, in fine, il y a quelques petites surprises que moi j'aime beaucoup dans les dialogues, mais c'est quand même assez respectueux du texte et surtout de ce qu'il fallait raconter dans cette séquence, ne jamais oublier
lié, c'est quoi l'enjeu de la séquence, c'est comment elle commence, comment elle finit, et ça, ne jamais perdre ça de vue. Et en effet, c'est l'autre chose qui peut changer un dialogue, et c'est ça que je voulais dire dans ma précédente réponse, c'est que parfois un mot à l'écrit semble juste, et puis l'acteur n'arrive pas à le mettre en bouche. Parfois c'est parce que c'est un acteur qui a 17 ans et qui dit c'est pas comme ça qu'on dit. Parfois c'est juste que cet acteur n'arrive pas à le dire naturellement, il a un blocage. On peut se dire non mais ça suffit maintenant, moi je le dis naturellement, toi tu peux le dire naturellement, mais le résultat sera ce qu'il est, donc il faut savoir être à l'écoute de l'acteur qui du moment à nouveau que ça ne perd pas, qu'on perd pas le sens premier de ce qu'on voulait raconter. Moi j'ai pas de problème avec ça en fait. Quel est le meilleur conseil d'écriture que vous ayez reçu? Moi, c'est la phrase de Krivine. C'est-à-dire l'idée, enfin, pour moi, en effet, l'idée de dire une bonne intrigue pour une série, en tout cas, c'est une intrigue très facile à comprendre, mais très difficile, voire impossible à résoudre. Donc, du coup, on peut durer des heures avec. Oui, en fait, t'as résumé quasiment tout en très peu de mots, en fait. Et je pense que, du coup, j'y pense très souvent, ouais. Et moi aussi, ça sera encore un autre truc de Krivine. Le deuxième outil de Tonton Krivine. Krivine qui est le créateur d'un village français. Il dit souvent, quand on est en train de travailler une scène ou d'ailleurs même une intrigue, souvent de revenir à une question très simple qui est, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on espère, qu'est-ce qu'on redoute? Et si cette question-là, elle est pas active à plusieurs moments dans l'épisode, en fait, si on n'espère rien et on ne redoute rien pour le personnage, c'est quand même pas bon signe, quoi. Est-ce qu'il y a un livre qu'il faut absolument avoir lu pour comprendre comment bien raconter une histoire? Moi, je suis pas du tout team bouquin. Enfin, comment dire, je suis un mauvais élève sur ce cas de figure-là, quoi. Ce qui m'aide à avoir un socle, quand même, c'est que j'ai fait cette étude à la FEMIS. Mais en vrai de vrai, je considère que j'ai surtout appris en tant que spectateur en regardant beaucoup, moins qu'en lisant des bouquins théoriques. Ça veut dire pas dire que je trouve que c'est pas important, pas intéressant, et je comprends totalement ceux qui en ont besoin. Peut-être à tort, mais moi j'en ai pas ressenti le besoin. Et du coup, non, moi je crois que j'ai rien lu, moi. Ah ouais, un petit peu quand j'étais plus jeune auteur, j'ai un peu fait Maki. Maki, ça m'a pas trop servi. Un peu plus Troubi, je crois qu'il s'appelle Story. Celui-là, il m'a plus intéressé parce que ça résonne pas en actes, mais ça résonne en étapes comme ça d'un récit. Alors, ça peut paraître un peu réducteur ou formaté, mais en fait, on s'en fiche parce on a que eu des grands fans de Truby dans le c'est bien podcast. d'avoir des repères et puis après, à l'intérieur de ça, on est plus libre. Enfin, c'est toujours pareil. Je pense que la technique rend par ailleurs plus libre. Donc, celui-là, il m'a plutôt servi quand j'étais jeune auteur, mais après, sinon, moi, je rejoins Fred. Ce qui m'a le plus aidé, c'est d'en regarder beaucoup, d'en décortiquer beaucoup, enfin, de les regarder comme des objets d'analyse des épisodes de série, lire des scénarios, et après il y a rien de mieux que se confronter à l'écriture en fait, et voilà, donc c'est sûr que arriver, enfin moi le parcours que j'ai eu de commencer comme petite main dans des ateliers qui sont pas des séries à moi, mais de me mettre au service d'eux, c'est extrêmement utile de se confronter entre ce qu'on a dans la tête et ce qu'on réussit à mettre sur le papier. Est-ce que ça va franchir? Est-ce que ça va parvenir au lecteur ou au spectateur? C'est un sacré bazar, donc il y a rien de mieux que d'écrire beaucoup. C'est qui le scénariste que vous admirez par-dessus tout? Aaron Sorkin. Non, bah c'est oui, c'est lui qui vient en premier parce que c'est un génie, parce qu'il écrit des dialogues incroyables. Parce que moi, je suis une immense fan de The West Wing. Il y en a tellement en fait. Compliqué. Vas-y, moi j'ai sorti un nom, Damon Lindelof, je pense, en série, parce que bon, déjà il a le triplé Lost, The Leftovers, Watchmen, qui moi m'impressionne vachement, chacun pour des raisons différentes. Lost pour moi c'est la série que je peux sortir à tout moment pour parler théoriquement de ce qu'on fait, mais qu'importe la série qu'on fait. Même pour des points négatifs. Là, c'est passionnant aussi pour ses défauts, en fait, je trouve. Et je pense que ce type-là ses obsessions d'auteur me fascinent et son travail me fascine. Et il doit y en avoir plein d'autres, mais je pense que c'est le premier qui me vient à l'esprit. Ouais. J'ai une dernière question, mais c'est pour Fanny. Si tu n'as pas envie d'y répondre, tu n'es pas obligé. C'est déjà arrivé à beaucoup d'auteurs, mais je voulais savoir comment on gère le moment où d'autres ont la même idée que soi. Et je te pose cette question en parlant de l'arrivée de John et Gollery. C'est-à-dire quand toi, t'es en train de travailler sur Drôle et que la série est pas sortie,
Qu'est-ce qui se passe quand tu découvres, j'imagine par le milieu professionnel ou par des annonces, qu'il y a une autre série sur le même sujet qui arrive? C'était vraiment pas du tout un problème parce que très vite je savais qu'elle existait parce que dans mon équipe moi il y a Lison Daniel et elle est très proche de Agnès Surstel, elle avait même un petit rôle dans la série, donc très vite j'ai dit ah bon, mais du coup Agnès qui est humoriste elle fait un truc sur le stand-up, elle me dit ah bah non pas du tout, c'est pas sur le stand-up, c'est vrai, enfin elle est humoriste mais c'est plus une comédie romantique, une comédie romantique et elle devient belle-mère d'une petite fille et le format et tout ça, enfin, elle m'en a dit quelques mots et du coup, je me suis dit, ah bon, ok, tout va bien, enfin, ça n'a juste rien à voir. Après, oui, il y a une chose commune qui est le stand-up, mais c'est pas du tout exploré comme un sujet en soi, comme nous. Donc, non, ça m'a pas du tout inquiété. Pas confondre arène et sujet. Parfois, les deux sont la même et puis parfois, non. Louis, Seinfeld et John et Gollery, c'est pas des séries sur le stand-up, c'est une série sur des personnages qui sont stand-uppers mais qui ont pour objectif et problématique quelque chose qui n'est pas forcément lié au stand-up. Donc, enfin, moi c'est comme ça que j'interprète ce que tu dis. Drôle de ce point de vue-là. Elle pourrait être plus proche de, même si c'est très différent, mais de I'm Dying Up Here, qui est une série qui racontait justement la scène stand-up à Los Angeles dans les années 70. Et donc, on suit plusieurs jeunes stand-uppers et ça, là, c'est plus proche, c'est plus choral, ils ont ça en commun. C'est pas basé sur la personnalité de une personne, en fait. C'est marrant, j'ai très vite appris que c'était des choses qui pouvaient arriver parce que adolescent, la toute première série que j'ai inventée dans ma tête, j'étais obsédé par cette idée de dire, putain, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de trucs sur les vampires et moi j'aime beaucoup ce genre-là, mais ce qui m'intéresserait, ce serait de parler des vampires d'une manière différente. Et en fait, il m'est arrivé à un moment donné cette idée une idée de concept où l'idée c'est les vampires font partie maintenant de la société parce qu'on a trouvé un moyen de remplacer le sang et donc du coup ils sont plus obligés de tuer des humains. Mais évidemment ça peut être un peu compliqué. Moi je voulais le traiter de manière très réaliste et ma série qui m'obsédait à ce moment-là c'était Six Feet Under et donc je disais ouais un Six Feet Under dans le milieu du vampire. Et alors que j'ai ça en tête, bon, à nouveau, j'avais à peine 18 ans, ou alors j'allais les avoir. Bon, là, j'apprends que le créateur de Six Feet Under, sa prochaine série, c'est True Blood, qui a vraiment ce sujet-là, quoi. Et ce qui est drôle, c'est que, et ça rejoint un peu le truc sur le côté, ça veut pas dire pour autant que c'est la même série. C'est que sur le moment, j'ai fait, bon, bah, moi, je voulais faire Six Feet Under dans le monde des vampires avec ce concept précis et donc, du coup, bon, bah, ça va être ce qu'il va faire. Très bien, tant mieux. Je suis clairement un spectateur, j'ai hâte de voir ça. Et ma grande surprise, c'est que ça n'a rien à voir avec ce que j'imaginais. C'est une série qui n'est pas du tout réaliste, qui est pas du tout dans un côté très Six Feet Under. Justement, il s'est complètement éloigné. Ça m'a un peu déçu. Mais du coup, techniquement, ce que j'avais en tête, même si le pitch est similaire, ça a donné un truc qui n'avait rien à voir avec le résultat. Donc, ces idées dans l'air, là, parfois il y a un truc dans l'air, je me rendais pas compte que le vampire allait revenir en force, mais je le sentais, peut-être. Il y a eu Twilight, il y a eu des trucs qui me plaisent. C'est pas ça que je voulais faire, mais clairement, il y a eu une envie de, allez, on fait du vampire, mais on en fait différemment, on change un peu les codes. Mais pourtant, il y a toujours de la place pour autre chose. Parce qu'à nouveau, quand je disais l'histoire n'est pas importante, c'est le récit, comment c'est raconté, et justement, on peut raconter de manière très, 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 très différente deux histoires similaires. D'ailleurs, les 7 Villéas, c'est un bon exemple. Ça veut dire, les fans du bouquin vont pas du tout reconnaître le bouquin dans la série, mais ce qu'on dit, c'est, on vous propose autre chose. On vous propose un autre récit basé sur le même point de départ. Et moi, j'aime bien ça. Chers amis, on pourrait continuer des heures, mais je crois que vous avez des contraintes horaires et qu'on doit vous libérer. Si ça vous convient, je vous propose d'arrêter là. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est ainsi que se termine le 10e épisode de La Machine à écrire. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en compagnie de nos invités, que nous remercions de leur participation. Un grand merci également à la Société nationale de bande dessinée, l'atelier de Mathieu Sapin et Christophe Blin, qui nous a hébergés pour l'enregistrement du podcast. Si vous souhaitez nous soutenir et avoir des nouvelles du podcast, nous vous invitons à nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous trouverez les liens dans la description de l'épisode. Et pour ne jamais être en manque de bonnes histoires, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter 5 bonnes histoires. Chaque vendredi, nous vous envoyons notre sélection de récits passionnants à lire, voir ou écouter. Des livres, des BD, des séries, des films, des documentaires, des articles fascinants, de quoi vous faire rire et pleurer, vous émerveiller, vous questionner. Cette newsletter vous permet également d'être tenu informé de la sortie des nouveaux épisodes de notre podcast. Vous trouverez aussi le lien pour vous inscrire dans la description de l'épisode. Pour nous soutenir, n'hésitez pas également à parler de La Machine à écrire autour de vous, à vos amis, à votre famille et sur vos réseaux sociaux. Le bouche à oreille est le meilleur moyen de nous aider à grandir. Et si vous avez une minute, vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. C'est très utile pour nous. Sur ce, on vous remercie une nouvelle fois pour votre fidélité et on vous dit à la prochaine. À bientôt.